Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mardi 14 mars. Voici les titres. Naufrage Esther Miracle. Le bilan provisoire, 6 morts et 31 disparus à ce jour. Le chef de l'État gabonais a décrété 3 jours de deuil national. Le pays pleure ses enfants. Contentieux territorial entre l'État gabonais et la Guinée équatoriale. Le président gabonais a reçu en audience Marie-Madeleine Mbourancho. Vous le verrez. Et puis, le cyclone Freddy fait toujours des ravages au Mozambique et au Malawi. Le bilan ne cesse de s'alourdir. On compte à ce jour au moins 100 morts. Nous ouvrons cette édition en bref. Un accident de circulation ce matin au village agricole d'un minibus en provenance de Francéville, causé par l'éclatement du pneu arrière. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés. Naufrage en ouverture face au naufrage qui continue d'endeuiller le pays tout entier. Le président de la République a annoncé hier dans son adresse à la nation 3 jours de deuil national. Écoutons le chef de l'État. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, dans la matinée du jeudi 9 mars, l'Esther Miracle a fait naufrage au large des côtes gabonaises. Les services de secours, avec courage et professionnalisme, ont fait un travail remarquable la nuit du drame et les jours qui s'en sont suivis. Je tiens à les en remercier. Malgré leur intervention rapide et efficace, de nombreuses victimes sont à déplorer. Au nom de la nation tout entière, je réitère aux familles des victimes mes plus sincères condoléances. Qu'elles sachent que je partage leur peine et leur douleur, et que dans cette épreuve, tout le soutien nécessaire leur sera apporté. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les familles des victimes qui sont en deuil, c'est le pays tout entier. Où que nous vivons au Gabon, la tragédie de l'Esther Miracle nous a profondément touchés, affectés. Partout dans le pays, l'émotion et la tristesse sont immenses. J'ai demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures afin de prévenir autant qu'il est possible de tels drames. En attendant, les mardis 14, mercredi 15 et jeudi 16 mars seront jours de deuil national. En outre, tout au long de ce deuil national, toutes les manifestations festives et sportives dans le pays seront suspendues. Ces jours seront l'occasion d'accompagner en pensée et en prière toutes ces familles meurtries. Après le discours du président de la République, s'en est suivi celui du porte-parole du gouvernement annonçant la suspension du directeur général de la marine marchande et son adjoint. Écoutons Yves-Fernand Mafumbi. Dans le cadre de la mission de recherche et secours au navire Esther Miracle, qui a fait naufrage le 9 mars 2023, les forces de défense et de sécurité ont déployé des moyens humains et logistiques importants. Depuis lors, les recherches se poursuivent sur la zone du naufrage et aux abords de celle-ci afin de retrouver d'éventuels survivants. Pour ce qui est des 40 naufragés hospitalisés depuis le 9 mars, les forces de défense et de sécurité informent les populations que 38 d'entre eux ont pu regagner leur domicile et 2 demeurent à ce jour en observation dans les hôpitaux de la place. Malgré les probabilités de retrouver des survivants qui s'amenuisent, chaque jour, les opérations de recherche et de secours se poursuivent. En addition aux moyens logistiques, terrestres, aériens et navals, une cellule médicale psychologique reste à la disposition des victimes et des familles des victimes au Port-Molle. C'était plutôt le chef d'état-major de la marine marchande.
Nous poursuivons. Le procureur de la République a quant à lui annoncé des interpellations dans le cadre d'une enquête qui est ouverte afin d'établir les responsabilités des uns et des autres suite à ce naufrage. Écoutons-le. Le 9 mars 2023, aux environs de 3 heures du matin, le navire Esther Miracle, appartenant à la société Royal Coast Marine, ayant à son bord plus d'une centaine de personnes, a fait naufrage. À la suite de ce naufrage, 124 personnes ont pu être secourues. 3 corps sans vie avaient d'abord été repêchés avant que 3 autres ne le soient dans la soirée d'hier, portant ainsi le total à 6 à ce jour. Tandis que 31 personnes sont portées disparues et les recherches se poursuivent sans relâche. Saisi, le parquet de la République a ouvert une enquête visant à comprendre les raisons de ce naufrage pour parvenir à établir les responsabilités des uns et des autres. À ce jour, certaines personnes ont fait l'objet d'interpellations et leurs auditions sont en cours pendant qu'elles sont gardées à vue. Il faut noter que d'autres interpellations sont envisagées dans les heures à venir. Le chef de l'État a présidé hier une réunion au palais présidentiel. Le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement étaient présents. Au menu, la catastrophe maritime du 9 mars dernier au large de Libreville. Bienvenue Miko. C'est une journée de travail bien chargée pour le président de la République. Au nombre des activités prévues dans son agenda ce lundi, cette nouvelle rencontre de mise au point initiée à la suite de la catastrophe maritime qui endeuille le Gabon depuis le 9 mars dernier. Nous avons fait au président de la République le point sur l'accident de bateau qui a endeuillé de nombreuses familles gabonaises et qui plonge la nation dans la douleur. Et on fait le point de l'évolution de la situation à date. Et un certain nombre de décisions vont être prises, certaines annoncées par le chef de l'État lui-même et d'autres par le gouvernement. Nous tenons aux côtés des familles dans ces moments très difficiles et la nation entière est très touchée. Et nous sommes à leur côté, aux côtés des populations, aux côtés de ceux qui souffrent. Mais en même temps, les recherches vont se poursuivre pour tenter de trouver les corps. Mais à ce stade-ci, il est devenu quasiment impossible de retrouver des survivants, sauf miracle. Et pour le Premier ministre et chef de gouvernement, les instructions sont fermes. L'armateur devrait assumer entièrement ses responsabilités dans ce drame. Je voulais dire également que l'armateur doit pouvoir assumer toutes ses responsabilités. L'État est solidaire des populations, des familles, mais l'armateur est le premier responsable, il doit pouvoir assumer et nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. Et l'animateur et tous ceux qui, dans la chaîne, ont pu faillir à leurs responsabilités, tout cela on tirera toutes les conséquences. Par voie maritime et aérienne, les recherches au quotidien se poursuivent avec des moyens humains et matériels conséquents, permettant une organisation encore plus efficiente des opérations de sauvetage. Au cours de son allocution hier, le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours. Pendant ces 3 jours, tous les drapeaux sont mis en berne. Mesures respectées ou pas? La réponse dans cet élément de Chimène Nindong. Après le naufrage du navire Esther Miracle qui a fait plusieurs victimes, le chef de l'État gabonais a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mardi 14 mars, jusqu'au 16 du mois courant sur toute l'étendue du territoire national. Les drapeaux doivent être en berne pour accompagner la mémoire des disparus et soutenir de nombreuses familles endeuillées. Ces jours sont l'occasion d'accompagner en pensée et en prière les familles meurtries. Sur le terrain ce matin pour le constat, plusieurs administrations ont respecté la mesure du chef de l'État. Les drapeaux sont en berne. C'est le cas de celui de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, celui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et bien d'autres. Outre cette mesure,
Il y a celle relative à la suspension de toute manifestation festive et sportive. Lors de sa déclaration de politique générale le 24 janvier dernier, Alain-Claude Bilibindé, Premier ministre chef du gouvernement, disait décréter un jour de prière nationale au Gabon. Peut-être que le jeudi 9 mars, journée noire pour la nation gabonaise, pourrait inspirer le gouvernement à l'adopter comme la date de cette journée de prière nationale au Gabon. L'État ou l'entreprise Royal Coast à qui revient la responsabilité de l'indemnisation des victimes du naufrage du navire Esther Miracle. Pour en savoir un peu plus, notre rédaction s'est rapprochée d'un juriste. Les détails dans cet élément d'Estelle Amvan. La question de la responsabilité fait partie des nombreux éléments mis en relief depuis le naufrage du navire Esther Miracle de la compagnie Royal Coast au large des côtes de Libreville. Alors la responsabilité de l'État, peut-être pas trop, mais la responsabilité de la compagnie à qui appartenait le navire. Parce que la réalité, c'est que l'opérateur économique est dans l'obligation de mettre toutes les conditions de sécurité pour pouvoir mener à bien le transport maritime. Le transport maritime, c'est vrai, lorsque vous regardez les dispositions du droit en droit maritime, le risque est inhérent au droit maritime, parce qu'on sait que c'est d'ailleurs la notion du risque qui est à l'origine même de la création de ce droit, le droit maritime. Si une réglementation est prévue par le droit maritime en ce qui concerne l'indemnisation des passagers victimes d'un accident en mer, toutefois, seule l'enquête ouverte par le procureur de la République permettra au juge de définir les responsabilités. Alors donc l'entreprise, éventuellement, en ce qui concerne les questions de négligence, peut-être éventuellement, je me réserve le droit de ne pas me prononcer à la place des juges, parce que seuls les juges pourront prendre une telle décision après enquête, éventuellement, mais pour se réserver cela, pour ne pas faire œuvre du juge, certainement, lorsque l'enquête aura établi toutes les responsabilités, le juge pourra déclarer, si et seulement les conditions sont réunies, que l'entreprise réponde de ses actes. En attendant, le gouvernement multiplie des actions en vue de soulager les rescapés et les familles affligées. Les recherches se poursuivent pour espérer retrouver les 31 naufragés disparus. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président de la République. Une autre question que l'on pourrait se poser est celle de la continuité, est celle de la conduite à tenir pour les familles des disparus alors que les recherches se poursuivent. Écoutons maître Atema Beka Percy au micro d'Estelle Amvan. Ce que les familles peuvent retenir, c'est que c'est lourd. Le message aura certainement du mal à passer par rapport à la situation de deuil national actuel, la situation de deuil des familles, la situation où les familles se sentent beaucoup affligées et il n'est pas très facile de consoler ces personnes à l'état actuel. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est lorsqu'on est en présence d'une catastrophe naturelle, lorsqu'on est en présence d'un risque tel que cela a été fait, la nature a pris sa décision. Et l'être humain est face à ce qu'on appelle en droit un cas de force majeure. Et le cas de force majeure, ce sont ces situations-là qu'on ne peut pas combattre parce qu'elles sont au-dessus de nos forces. Ce sont des situations qui sont imprévisibles parce qu'il s'agit d'un accident. Si ces personnes savaient qu'il y aurait eu un accident, personne ne serait à bord de ce navire. Donc c'est une situation imprévisible, c'est une situation au-delà des forces des personnes qui la ressentent. Et donc, face à cette situation de cas de force majeure, il vaut mieux actuellement faire des démarches judiciaires pour demander la déclaration de décès en ce qui concerne la disparition, parce qu'il s'agit plus de la disparition que de l'absence, comme je le disais, parce que ces personnes étaient confrontées au risque de mer et c'est l'article 152 qui s'appliquerait probablement plus que les autres dispositions qui concernent l'absence.
Le président de la République a reçu en audience le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mbouroncho. Entre les deux personnalités au palais du bord de mer, il était question du contentieux territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Presse présidentielle. Le différend opposant le Gabon et la Guinée équatoriale au sujet de la souveraineté territoriale sur l'île Mbagnick est toujours d'actualité au cabinet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président de la Cour constitutionnelle, par ailleurs, agent de la République gabonaise, est venu faire une synthèse des actions posées auprès de la Cour internationale de justice, notamment le second mémoire de la partie gabonaise. Nous revenons, le professeur Satanga et moi, de la Cour internationale de justice où nous sommes allés déposer au greffe de cette haute juridiction le mémoire rendu public de la République gabonaise dans le cadre du différend frontalier qui oppose la Guinée équatoriale à la République gabonaise. Donc nous avons fait un point d'étape à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et naturellement recueillir ses instructions pour la suite de la procédure. Nous venons de boucler la phase dite écrite, c'est-à-dire le dépôt de mémoire. Il y a eu d'abord un premier mémoire et le second, c'est celui que nous avons déposé le 6 mars dernier à la Cour. Maintenant va s'ouvrir dans les prochains mois la phase dite orale, la phase des plaidoiries. Donc nous sommes, l'équipe est en train de se préparer pour les plaidoiries. Nous continuons justement à travailler sur le dossier. En 2016, le Gabon et la Guinée équatoriale avaient signé un traité qui reconnaît la compétence de la Cour internationale de justice dans ce contentieux territorial qui remonte à 1972. 14 mars 2009, 14 mars 2023, 14 ans déjà qu'Edith Lucie Bongo Ondimba n'est plus des nôtres. Une pensée particulière pour elle à travers ce reportage de Maya Medza. À plus d'un titre, Edith Lucie Bongo Ondimba, dotée d'un charisme et d'une énergie hors commun, a été l'une des figures emblématiques de l'engagement sans faille des premières dames du continent. Sa vue fut un dévouement au quotidien. Elle n'était pas seulement une personnalité de premier plan, mais représentait pour les plus faibles et les plus démunis un recours contre les misères. Edith Lucie Bongo Ondimba, fille de Marie-Claire Dira et de Denis Sassou Nguesso, elle fait sa scolarité à Brazzaville et obtient un doctorat en médecine, après avoir soutenu une thèse sur les maladies infantiles. Elle n'exercera que peu de temps la médecine. Elle épouse en 1990 le président gabonais Omar Bongo Ondimba. Elle commence alors une vie militante et caritative, en se tournant vers les plus vulnérables et la lutte contre le sida. En 1996, elle crée la fondation Horizon Nouveau, destinée à aider les enfants en détresse et les handicapés. Elle y déploie tous les atouts modestie, compétences, dynamisme, proximité, compassion. Femme d'action, elle est aussi femme de cœur. Elle ne s'arrête pas là. Le lycée Michel Dira voit le jour à Libreville et la polyclinique El Rafa, une structure sanitaire de référence, ouvre ses portes en 2001. Elle en présidera le conseil d'administration jusqu'à sa mort. Fermement engagée dans la lutte contre le sida, Edith Lucie Bongo a été la première présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida de 2002 en 2004. Elle a dirigé l'antenne gabonaise, dont les principales missions consistent à mobiliser les fonds en faveur des femmes et des enfants victimes de cette maladie. Elle présidait l'antenne du Gabon de l'Association Médecine du Monde, était également présidente d'honneur de la Société gabonaise de pédiatrie et de la Société française de médecine. Femme très dynamique, la première dame a été élue en juillet 2003, présidente d'honneur de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, le parti créé par le président Omar Bongo Ondimba en 1968. Femme de caractère à la fois réservée et inclusive, elle s'est toujours impliquée dans l'action politique de son époux.
Page internationale dans cette édition d'information, allons-y au Rwanda où 6 unités mobiles de production de vaccins de la société pharmaceutique allemande BioNTech ont atterri à l'aéroport international de Kigali. Ce sont les premières expéditions de ce type envoyées en Afrique alors que le continent cherche à stimuler la fabrication de vaccins. Ces laboratoires seront assemblés pour constituer un centre de production de vaccins contre diverses maladies, 4 ans après que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la dépendance du continent aux vaccins importés. Écoutons le ministre de la Santé rwandais. Nous ne devrions pas être les derniers à demander des vaccins ou des médicaments si nous pouvons les produire ici, sur notre continent. C'est donc un rêve qui devient réalité grâce à ces efforts. Le travail d'équipe, le partenariat, mais aussi la science qui apporte des solutions là où se trouve le problème. Au Malawi, cette fois-ci, frappé par le retour du cyclone Freddy, la région sud du Malawi, y compris la capitale économique de Blantyre, connaissent des pluies torrentielles depuis vendredi, entraînant des inondations qui ont tué environ 100 personnes. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays, dont celle de Blantyre. Le phénomène atypique est en passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré. Freddy est formé au large de l'Australie, atteignant le stade de tempête le 6 février, sévit dans l'océan Indien depuis 34 jours. Cap au Sénégal, cette fois-ci, où le joueur de la sélection U20 de football du Sénégal, les joueurs ont été accueillis en triomphe à leur arrivée à Dakar avec le trophée de la CAN U20 que les Lionceaux de la Teranga ont remporté samedi pour la première fois de leur histoire. Herman Malaga, Moussavou. Décidément, le football sénégalais est sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga du Sénégal a prime après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2022 et le CHAN 2023 récidive. Cette fois-ci, le tour a été donné aux Lionceaux de la Teranga U20 de se signaler en remportant samedi dernier la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte dans un derby d'Afrique de l'Ouest. Le capitaine des Lionceaux donne son avis après ce sacre. En plus, nous avons une équipe qui a une ambition que dañuy dem jëli coupe bi indi ko voilà et que loolu moo nekkoon suñu bopp bi ñuy jógee Sénégal fi di dem foofu voilà coach bi tamit def na loolu noonu si ñun que bu ñu demee foofu dañuy jël coupe bi pas ay qualifié coupe du monde kese mais jëli coupe bi ñun moo ñu fa taxoon a ñëw et voilà yàlla def na nag li nga xamante ne mooy ñun suñu objectif bi nga xamante ne ni moom la ñu fixé woon dem nañ yàlla defal nañu si jàmm. Ce titre de champion U20 en Coupe d'Afrique des Nations est bien la confirmation d'un travail bien élaboré et structuré par la Fédération sénégalaise de football et sa tutelle. Donc c'est plusieurs années, plusieurs athlètes, tay mom mo la yalla tay mën na né barkel. Donc ba tax na kon dañuy féliciter tous les acteurs du mouvement sportif, moy ñi né ci club yi, né ci centre de formation yi, mais également l'État du Sénégal avec le chef de l'État qui a mis les moyens, qui instruit donc les membres du gouvernement de mettre les équipes dans d'excellentes conditions de performance. Loolu lepp suñ ko bolé ak l'expertise locale moo tax tay mën na né Sénégal am résultat. Ce énième sacre continental du Sénégal dans ce derby d'Afrique de l'Ouest lors de cette Coupe d'Afrique des Nations U20 vient taire tous les débats sur le pays qui règne sur l'Afrique en matière de football. Car la suprématie du football sénégalais sur le continent, pour l'heure, n'est plus à démontrer. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.